va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Parfait. Appelez-moi Plisken. Tu fais une tête comme si on avait chié dans tes grolles. J'ai horreur des conducteurs qui n'ont pas le sens de l'humour. Vous saviez que vous aviez une tête de vieux fromage blanc datant des années 50 ? J'aimerais savoir une chose. Au bout de 600 ans, ta quéquette fonctionne toujours aussi bien? On a gagné! On s'en est sorti, mon vieux tonton! Bon, vous allez tous attendre ici. Gardez la boutique, remettez des bûches dans la cheminée, et si on n'est pas revenu au petit matin, appelez le président. Bonjour et bienvenue dans Les Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Bon, vous nous connaissez, ça fait 2 ans qu'on est là, 2 saisons, on a reçu plein de gens, on a fait des portraits d'actrices, de réalisatrices, de critiques, d'autrices. Réécoutez Les Bobines, disponibles sur toutes les bonnes plateformes. Pour cette pause estivale et avant de retrouver Lou et Marcel pour une nouvelle saison, j'ai décidé de vous proposer une série d'été, et oui, à écouter sur la plage, les pieds en éventail, sur votre petite serviette. Une série d'été consacrée non pas à une, mais à plusieurs bobines. Plusieurs bobines qui peuplent le cinéma d'un bobin qui m'est cher, John Carpenter. Alors j'entends déjà les hordes de fans crier au scandale. Les bobines autour d'un homme, c'est quoi cette histoire? Oui, il a raison, c'est quoi cette histoire? Calmez-vous, je comprends. Mais je répondrai déjà, vous avez raison, c'est un peu une hérésie. Et en même temps, c'est notre podcast, donc on fait qu'est-ce qu'on veut. Et surtout, c'est l'occasion de constater que la cinématographie de John Carpenter est contre toute attente plus féminine qu'on ne le pense. Et ouais, c'est ce que je vais tenter de vous démontrer au cours de cette série d'épisodes d'été. Alors sans plus attendre, plongeons ensemble dans le monde de John Carpenter, où à l'instar des titres de ses films, commençons la série John Carpenter's Bobines. Non, John Carpenter's Bobine. Non, ça marche pas ça. Non. John Carpenter's Bobine. Bobines. Bobines? Comment ça se dit bobine en anglais? Ceci n'est pas un rêve, pas un rêve. Nous utilisons le système électrique de votre cerveau comme un cellulaire. Nous sommes capables de le transmettre à travers les neurointerférences de votre conscience. Vous recevez ce message vidéo comme un rêve. Tout d'abord, parlons un peu du bonhomme, pour ceux qui ne le connaissent pas. John Carpenter est réalisateur et scénariste américain né en 1948. Il se prend du virus du cinéma en regardant les films d'Orson Welles, Alfred Hitchcock, John Ford, Roman Polanski ou encore Frank Capra. Et surtout, Howard Hawks. Alors, Howard Hawks, c'est le réalisateur de Scarface. Alors non, pas celui avec l'autre qui plonge dans sa montagne de coke, non, le premier Scarface avec Paul Muni. Il a aussi réalisé Le Grand Sommeil, adapté de Raymond Chandler, L'Impossible Monsieur Bébé, avec Cary Grant et Catherine Hepburn, ou encore le film de science-fiction La Chose d'un autre monde. Mais c'est surtout le réalisateur de Rio Bravo, avec John Wayne, Dean Martin et Angie Dickinson. Tu vas prendre la porte de derrière, je prends celle de devant. J'aimerais essayer de... Tu aimerais essayer quoi? Je suis toujours passé par la porte de derrière. On m'a jamais laissé passer par devant. Tu te crois assez fort? Je voudrais bien le savoir. Moi aussi. Eh bien c'est d'accord, passe par l'entrée principale. Ces 2 derniers films, Rio Bravo et La Chose d'un autre monde, vont à ce point inspirer John Carpenter qu'ils seront son fil rouge cinématographique. Alors dans Rio Bravo, John Wayne incarne un shérif ayant fait prisonnier un vilain loustic, mais le frère de ce dernier compte bien le faire évader. La bande de patibulaires va prendre d'assaut la prison dans laquelle Wayne, accompagné de son adjoint alcoolique et d'un vieux cabot, sont acculés. Ça vous rappelle rien? Assaut, Prince des Ténèbres, la fin du film Fog ou encore Ghost of Mars? Bingo! Vous avez gagné! Mais revenons-en à Johnny. Oui, Johnny, c'est le petit nom que je vais donner à Carpenter. John, Johnny, voilà, bref. Johnny, pendant ses études, fait ami avec Dan O'Bannon et Nick Castle. Ensemble, ils vont tourner pendant 4 ans, les week-ends, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont un peu de sous. Ils vont tourner un film qu'ils présenteront en examen de fin d'année et qui s'appelle Dark Star. It is the future. Mankind has conquered the stars.
he moves out to the endless interstellar reaches of the universe. An advanced exploration corps. A new breed of pioneer must seek out unstable planets and destroy them. And you are on the mission of the 21st Century Planet Smashers, Dark Star. Ce film science-fiction hippie, fauché, sous forte influence de cigarettes qui font rire, sortira en salle. Eh oui. Il aura même un petit succès. Donc ça va lancer la carrière de Dan O'Bannon. Alors Dan O'Bannon, peut-être que son nom vous dit rien comme ça, mais si je vous dis que plus tard il va reprendre quelques idées de Dark Star pour un script de science-fiction qui s'appelle Alien. Oui, Alien, on dit que c'est Ridley Scott, mais c'est surtout Dan O'Bannon. Bref, ça lance également la carrière de John Carpenter, qui va commencer à se faire un petit nom à Hollywood. Hollywood, la machine à rêve pour certains, mais la machine à cauchemar pour lui. Avec sa capacité à réaliser des films à petit budget qui rapportent gros, il va sans dire que John va taper dans l'œil d'un producteur hollywoodien qui voit en lui une poule aux œufs d'or. Donc un de ses producteurs lui propose de réaliser un film pour un budget de $100 000. Carpenter accepte, seulement s'il a le contrôle total sur le film. Lui qui voulait faire un western comme son mentor Howard Hawks, va devoir revoir ses ambitions à la baisse et il va écrire Assault on Precinct 13. Alors je m'excuse déjà pour mon accent anglais que je vais massacrer pendant toute cette série, mais il faudra vous y faire. Mais sinon je peux parler de Assaut, c'est le titre français, donc il va écrire Assaut, point. Vous avez le revolver? Et 2 balles. Est-ce que je ne devrais pas les garder pour nous? Vous les gardez pour les 2 premiers connards qui vont se pointer par là. Ce film, Assaut, est un remake à peine déguisé de Rio Bravo de Howard Hawks. Il met en scène un commissariat pris d'assaut, décidément le titre est bien trouvé, par des loupards voulant se venger de la mort d'un de leurs membres. D'une efficacité redoutable, Assaut a en lui tout ce qui fait l'ADN de Carpenter. Une violence sèche, une photo léchée, un suspense tenu du début à la fin, sans oublier une bonne dose d'humour. Et son casting dénote déjà pour l'époque. Aucune star, un premier rôle tenu par un homme noir, chose encore rare, d'autant que ce ne soit pas un élément central ou essentiel du scénario, mais aussi des personnages féminins qui ont un cerveau, et oui, c'est assez rare pour le noter. Des femmes qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, comme le personnage de Lee, interprété par Laurie Zimmer, secrétaire repoussant les avances d'un prisonnier old school un peu lourdingue, Laurie Zimmer dont nous reparlerons un peu plus tard. Autre élément constitutif des films de Carpenter, la bande-son, entièrement réalisée par lui, reconnaissable entre mille, faite de nappes de synthé et de boîtes à rythme donnant des musiques angoissantes, obsédantes, que l'on retrouvera dans ses autres films et également dans ce podcast, pour votre plus grand bonheur. Assaut connaît un succès plutôt mitigé à la sortie, faut dire qu'il est assez violent, on l'a dit, il n'y a pas de star, donc dans cette époque, c'est pas évident. Mais bon, Carpenter va connaître le succès en 1978 avec son prochain film, mettant en scène un tueur psychopathe agissant pendant la fête des morts et ayant une dent contre les babysitters, j'ai nommé Halloween. Hé, du gland! C'est pas un autodrome ici! Oh, dis donc, j'ai touché un nerf. Tu sais, tu te rends pas compte, mais un de ces jours, t'auras des emmerdes. J'ai horreur des conducteurs qui n'ont pas le sens de l'humour. Halloween a un budget ridicule pour l'époque, $300 000. Bon, aujourd'hui c'est l'équivalent de, $3 millions. Mais il va en rapporter 65 millions. Aujourd'hui l'équivalent de 650 millions. Ça fait de ce film un des plus rentables de cinéma toujours aujourd'hui. La suite du parcours de Carpenter ne sera qu'une alternance de succès et d'échecs à l'image de ce début de carrière. Il va enchaîner avec Fog, histoire d'un brouillard maléfique empli de fantômes de pirates, c'est un échec. New York 97, avec Kurt Russell en Snake Plissken, succès mitigé. Son chef-d'œuvre The Thing, ce sera un énorme four. Bon, faut dire qu'il sort en même temps que E.T., E.T. pour les anglophones. Puis il retrouve des couleurs avec Christine, adapté de Stephen King, mettant en scène une voiture quelque peu jalouse. Puis Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, gros four. Invasion Los Angeles, four aussi. L'Antre de la folie, petit succès, bon pour ne citer que. Et son dernier film en date, The Ward, sorti en 2010, qui le poussera définitivement à raccrocher les gants. Calme-toi un peu, Jack, je t'en prie. On est sauvés maintenant. Ouais. Ça va. Ouais. Oh, regarde-les. Ça te fait pas chaud au cœur? Non, froid dans le dos. Bon, je passe rapidement sur la filmographie de Carpenter,
car nous allons y revenir en évoquant les bobines. Ce qu'il faut retenir, c'est que Carpenter, comme les héros de sa jeunesse, est un véritable outlaw du cinéma, un véritable artisan incompatible avec le système hollywoodien qui aura eu raison de sa patience et qui, ironie du sort, voit tous ses films aujourd'hui adulés par une nouvelle génération de cinéphiles et même remakés. On peut citer Assaut de Jean-François Richet, une nouvelle version de The Fog, The Thing, une espèce de prequel remake déguisé, Halloween, dont on compte plus les itérations. Donc c'est à tel point remaké, refait et tout que Papy Charpentier n'a plus rien à faire, il se contente de toucher l'échec et il continue de composer sa petite musique tranquillou bilou en faisant des tournées de concerts, assez cher, faut bien l'avouer, je vous le dis parce que moi je l'ai vu, c'est sympa, mais le concert est pas ouf. Je vous invite en tout cas à voir ou revoir ces films, d'autant que vous allez remarquer au fil de ces épisodes à quel point Carpenter fut un avant-gardiste sur la place des femmes dans son processus créatif et des rôles féminins dans son cinéma. Chose qui ne saute pas tout de suite aux yeux quand on parcourt sa filmo. La filmo plutôt faite de gros bonhommes, musclés, catcheurs, boxeurs, avec des marcelles bien serrés sur des muscles luisants. Bref, c'est le but de ce podcast, de renverser un peu la table. Commençons alors ce panorama des bobines de Carpenter, en commençant par les femmes qui, en plus d'avoir été ses collaboratrices, ont partagé sa vie. John Carpenter's Bobines. Commençons par la bobine qui a été la première femme de John Carpenter et à qui le film Halloween doit beaucoup. Elle se nomme Debra Hill. Debra Hill naît à Philadelphie et commence sa carrière dans le cinéma en tant qu'assistante de production, puis script. En 1975, elle rencontre Carpenter sur le tournage de Assaut. Elle devient sa script et son assistante monteur. À la fin du tournage, les deux loustiques, ils sont amoureux. Pour leur prochaine collaboration en 78, Carpenter et Debra Hill se mettent ensemble sur le scénario de Halloween. Ce film mettant en scène le serial killer psychopathe Michael Myers doit autant à Johnny qu'à Debra. Pour résumer l'histoire de Halloween, le film débute par une séquence de meurtre pendant la nuit d'Halloween en 1963. En vue subjective, un personnage se balade dans une maison, se saisit d'un couteau et tue une jeune fille qui se révèle être la sœur du protagoniste, qu'on découvre être un jeune garçon de 6 ans, Michael Myers. 15 ans plus tard, ce garçon qui a passé sa vie en hôpital psychiatrique suivi par le docteur Loomis s'échappe de l'institut et retourne sur les lieux de son crime. Il aperçoit une jeune fille, Laurie Strode, déposant une clé dans son ancienne maison, depuis en vente, et se met en tête de la zigouiller, parce qu'il visiblement il aime pas qu'on mette en vente sa maison d'enfance. S'ensuit alors une série de meurtres brutaux et chasse à l'homme de cet homme sans visage devenu le mal absolu. Écrit à quatre mains, le couple s'occupe de l'intrigue des deux personnages différents. Pour John, ce sera la trajectoire du docteur Loomis, qui traque le tueur et tente d'alerter la ville du danger à venir. Pour Debra Hill, ce sera la trajectoire de l'héroïne Laurie Strode, la babysitter traquée par Michael Myers. Le couple fusionne leurs histoires et devient le film que l'on connaît. Mais l'influence de Debra Hill ne s'arrête pas là. Le nom de la ville du film, Haddonfield, est le nom de la ville où Hill a grandi. Mais ce n'est pas tout, c'est Hill qui a choisi Jamie Lee Curtis pour incarner la babysitter. Cette jeune actrice, qui n'avait fait que des apparitions télé, a été choisie autant pour ses qualités d'actrice, qu'on ne peut pas nier, que pour la publicité que son ascendance pouvait donner au film. Et oui, en fait, Jamie Lee Curtis n'est autre que la fille de Tony Curtis, l'acteur de Certains Lame Show, L'étrangleur de Boston ou encore Amicalement Vôtre, et surtout de Janet Leigh, mondialement connue pour s'être fait zigouiller dans la douche dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Hello, Nepo Baby! Tant mieux pour la petite Jamie Lee qui va devenir ensuite une véritable star, et dont le rôle de Laurie Strode lui colle toujours à la peau aujourd'hui, mais ça, nous en reparlerons plus tard. Pour en finir sur Halloween, Debra ne se contente pas d'avoir coécrit le scénario, elle produit le film et dirige même la seconde équipe. Et dans la scène d'ouverture du meurtre en POV, les gens savent, les mains du petit garçon qui vont commettre l'irréparable sont les mains de Debra Hill en personne. Et ouais, le film est un véritable succès et lance la carrière du couple. Carpenter sera réalisateur et Debra Hill sa productrice. Le prochain projet du duo sera Fog. Fog, ça veut dire brouillard. Bon, en français, on l'a pas traduit brouillard, mais je suppose qu'au Québec, il doit s'appeler brouillard ou dans la brume, là. Bon, en tout cas, Fog, c'est un film qui réussit la prouesse qu'on soit terrifié par un brouillard meurtrier. Même Stephen King n'aurait pas osé. Alors, pour raconter l'histoire rapidement, en Californie, le port de Antonio Bay fête son centenaire. La légende raconte que les marins d'un navire naufragé un siècle auparavant reviendront se venger par une nuit de brouillard. Le révérend Malone découvre le journal de son ancêtre qui explique que le navire avait été coulé par 6 membres fondateurs de la ville. Pour expier leur faute, 6 victimes doivent périr.
Or, une brume maléfique commence à semer la terreur et la mort sur son passage. Film au casting majoritairement féminin, Fogg réunit de nouveau Jamie Lee Curtis, sa maman, Janet Leigh, mais aussi Adrienne Barbeau, devenue la femme de Carpenter, rencontrée lors du tournage du téléfilm Meurtre au 43e étage, dont nous reparlerons. Et oui, vous l'aurez compris, Debra et John ont cassé. Cela n'empêche en rien leur collaboration, ils continuent de produire et de diriger la seconde équipe. Malgré le retour du duo gagnant d'Halloween, Fogg sera considéré comme un échec. Mais bon, on ne change pas une équipe qui gagne, les deux écriront quand même le scénario de Halloween 2 et produiront le troisième. Alors pour info, ils ont arrêté après, parce qu'il y en a eu 13 quand même films en tout avec Halloween. Ce Michael Myers est increvable. Cette espèce de brute qui va le payer. Hill produira encore pour Carpenter Escape from New York 97, et Los Angeles 2013, mais commence à se lancer en solo dans la production, chose encore rare pour une femme dans les années 80. On lui doit notamment la production de Dead Zone de David Cronenberg, adapté du roman de Stephen King, et aussi une adaptation du jeu Cluedo en 1985, et oui, réalisé par Jonathan Lynn avec Tim Curry, Tim Curry c'est le clown Pennywise de Ça, la première version, et le doc Emmett Brown de Retour vers le futur, Christopher Lloyd. Comme quoi, Minecraft n'a rien inventé. En tout cas, trop hâte de voir l'adaptation du Scrabble avec Vin Diesel en lettres W. On doit aussi à Hill de produire The Fisher King de Terry Gilliam. Projet risqué, sachant que le précédent film de l'ex-Monty Python, Le Baron de Munchausen, fut un four gigantesque. Bon, le film est à peine rentré dans ses frais, mais on peut saluer l'audace de Debra Hill. Hill produira ensuite les premiers films de Chris Columbus, Golden Boy, auteur des scénarios des Gremlins et des Goonies, qui passe à la réalisation avec Nuit de folie, avec Elizabeth Shue, avant de connaître un énorme succès avec Maman, j'ai raté l'avion. La suite, on la connaît, Mrs. Doubtfire, Harry Potter, La nuit au musée. J'en connais un qui peut dire merci à Debra Hill. Malheureusement, Debra est stoppée dans sa carrière par la maladie, un cancer du côlon, et elle retrouve une dernière fois son vieux comparse John Carpenter pour produire le remake de Fogg en 2005, avant de succomber. On peut sans aucun doute dire que sans Debra Hill, Carpenter ne serait pas le cinéaste que l'on connaît. Il l'avouera lui-même dans un hommage posthume en déclarant Je vais tenter d'imiter Carpenter. L'une des plus grandes rencontres de ma vie. Elle avait une passion non seulement pour les films, où les femmes avaient un vrai rôle à jouer, mais pour le cinéma en général. Fin de citation de John Carpenter. Pour conclure, on peut quand même dire que Johnny doit beaucoup à Debra Hill. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, mais on revient très bientôt. À bientôt les bobinettes et les bobinos. C'est plutôt lamentable comme fin. Ce n'est pas la fin. Vous ne l'avez pas encore lu.